Mark Zuckerberg, chaque année, se lance un défi, lire beaucoup de livres, créer une intelligence artificielle. Moi, cette année, j'ai plutôt voulu faire un jeu vidéo. Pour vous parler de cette petite aventure, j'ai quand même une question à vous poser. Qui parmi vous connaît ce jeu? Ok, donc c'est Doom, sorti en 1993, ça va bientôt faire 25 ans. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas le jeu, c'est plutôt l'équipe qui est derrière ce jeu, donc c'est ID Software, et plus spécifiquement John Carmack. Il y a une quinzaine d'années, il a dit que sortir un jeu sur plateforme mobile, c'est une opportunité, ce sont des plateformes peu puissantes, ce qui permet en fait de faire des jeux à petit budget. Moi, ça m'a parlé, et du coup, j'ai commencé par faire une petite application. Ça, c'est GeoRing. C'est une application que je trouve super pratique. Vous êtes chez vous, ça change le mode de souris de votre téléphone. Vous pouvez le mettre en vibreur, ou encore si vous êtes dans une conférence, c'est pratique pour le mettre en silence automatiquement. Malheureusement, mon application n'a pas rencontré le succès escompté, du coup j'ai fait un jeu. Alors ça, c'est une tête de chat qu'on a fait, ça fait miaou. Ça sert à rien, mais ça a été téléchargé 8 fois plus que mon autre application. C'est la vie. Du coup, après, j'ai fait une autre application qui est cette fois un vrai jeu. C'est un Pong à 360 degrés. Donc c'est assez simple, on a une petite balle et on fait rebondir la balle avec la raquette. Mais par où commencer pour faire ce type de jeu? Alors, il faut d'abord choisir son moteur de jeu. Il existe plusieurs, mais j'ai utilisé le moteur JPGDX parce qu'il correspondait à mes contraintes, c'est-à-dire je peux programmer en Java avec, et en plus ça marche sur Android, ce qui est parfait parce que c'est une conférence Android. Et alors évidemment, c'est pile au moment où je pense savoir bien maîtriser le moteur de jeu, je découvre qu'il y a plein d'autres moteurs de jeu sur le marché. Par exemple, Log2D, Unity, etc. Alors il ne faut pas forcément céder au chant des sirènes si vous maîtrisez un moteur de jeu, même si l'autre à côté a l'air encore mieux. Si vous maîtrisez déjà le premier moteur de jeu, ça peut être intéressant de rester sur celui que vous utilisez. Finalement, ce n'est pas le moteur de jeu qui va faire le jeu. Ok. Alors par contre, une chose est sûre, c'est que sur tous ces moteurs de jeu, ils ont le même concept, c'est le concept de la main loop. La main loop, c'est quoi? C'est la fonction principale. On va faire par exemple tout ce qui est déplacement de joueurs. On va prendre les entités, on va les déplacer, etc. Et ensuite, généralement, on va faire tout ce qui est partie affichage. Et tout ça, on va le faire 60 fois par seconde. Alors pour la partie affichage, comment ça marche? Déjà, on va afficher le fond, on va mettre une couleur de fond, on va afficher le décor, on va afficher les différentes entités du jeu, et on va finir généralement par l'interface utilisateur. Dans cette boucle principale, on peut vouloir rajouter du code, par exemple pour gérer tout ce qui est manette de jeu, les entrées utilisateurs. Ou encore si on veut rajouter des entités des ennemis. Et le dernier point, ça peut être aussi tout ce qui est gestion de l'interface. Là où je veux en venir, c'est que dans la main loop, on ne va pas pouvoir mettre tout le code de notre jeu. Il va falloir utiliser des patterns de programmation. Donc ça, c'est un livre qui est disponible sur Internet, Game Programming Patterns, en PDF, en HTML, etc. qui expose différents patterns de programmation dans le contexte de jeu. Alors, c'est rien de nouveau. On parle vraiment de singletons, de machines à état, de poids mouche, etc. Mais vu dans le contexte du jeu vidéo. C'est hyper intéressant parce que ça change. Moi, typiquement, je ne suis pas vraiment développeur Android, mais ça change de l'utilisation que j'en ai habituellement. Par exemple, j'ai vraiment redécouvert la machine à état et je peux utiliser dans un autre contexte le pattern point mouche qu'on n'utilise quasiment jamais côté backend. J'ai rencontré différents problèmes pour faire mon jeu, c'est par exemple la problématique de référentiel. On va prendre un rectangle. Au début, je pensais que les coordonnées 0, 0 du rectangle c'était au milieu. En fait, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est en bas à gauche, voire en haut à gauche. Et encore, il faut que je sois sûr de l'axe Y, qui peut être dans un sens comme dans un autre. Et ce problème, on l'a sur d'autres contextes, par exemple avec tout ce qui est origine. L'origine, c'est le point qui va servir pour la rotation. On va prendre un exemple, si l'origine est au milieu du rectangle, ce qui est souvent le cas, on fait une rotation de 90 degrés, j'obtiens ce résultat-là. Maintenant, je refais mon lien au début, mais je change le point d'origine. Si je refais exactement la même rotation de 90 degrés, je n'ai pas du tout le même résultat. Donc ça, c'est le genre de choses un petit peu enquiquinantes quand on commence à faire du jeu vidéo. C'est toutes les problématiques de référentiel. Où sont les coordonnées du rectangle, où est l'origine, etc. Et ça peut changer entre différents éditeurs. Soit le code, le moteur de jeu ou encore autre éditeur de niveau, ça peut ne pas être les mêmes référentiels origine, etc. Donc ça c'est bien, c'est intéressant pour afficher les objets. Maintenant on aimerait bien pouvoir déplacer les objets.
on va passer sur tout ce qui est partie physique. On va prendre un exemple, c'est on va prendre un petit bébé Mario, on va vouloir le déplacer. Pour cela, c'est pas compliqué en fait, on va juste mettre en jeu un vecteur de déplacement. Et on va déplacer le petit bébé Mario selon ce vecteur de déplacement. Ça, c'est le cas simple. Le cas un peu plus compliqué, qui fait peur un peu plus aux gens, c'est qu'on va vouloir faire sauter le petit bébé Mario. En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit de rajouter un vecteur pour la gravité. On reprend notre vecteur de déplacement et on rajoute un vecteur pour le saut. Donc là, notre petit bébé il va pouvoir sauter. Et à son apogée, il suffit d'enlever le vecteur de saut et naturellement, mathématiquement, le petit bébé va revenir au sol. Donc ça, c'était pour la physique. Et en fait, dans les moteurs de jeu, on peut aussi manipuler ce qu'on appelle des courbes d'interpolation. LibGDX en propose plusieurs, et le but d'une courbe d'interpolation, c'est de casser les mouvements un petit peu trop linéaires. Par exemple, là, on a une courbe linéaire, et à côté, on a une autre courbe d'interpolation un petit peu différente. Au bout du même temps, en fait, les flèches arrivent au même endroit, par contre, on voit que le mouvement est légèrement différent. Linéaire, c'est vraiment tout le temps pareil, alors que avec l'autre courbe d'interpolation, le mouvement est légèrement différent. Le feeling, c'est pas le même. Et au niveau du jeu, ça va impacter. Par exemple, là c'est un mouvement linéaire sur notre petit bébé Mario, mais si on lui met une interpolation non linéaire, on voit que le mouvement c'est pas pareil. On a l'impression qu'il y a une sorte d'accélération sur le petit bébé Mario. Et ces courbes d'interpolation, on peut s'en servir dans plein de cas différents. C'est pas forcément le déplacement des objets. Ça peut être par exemple la taille d'un objet, vous pouvez changer la courbe d'interpolation, ça peut être une rotation, ça peut être de la vitesse, ça peut être le changement de couleur, etc. On fait déplacer notre petit bébé Mario, c'est bien, mais dans mon jeu, c'est quand même une raquette qui tape avec une balle et les deux s'entrechoquent. On va regarder un petit peu de plus près ces problématiques de collision. Dans mon jeu, j'ai une raquette, j'ai une balle. On va prendre les coordonnées et en fait, on va essayer de détecter les collisions. Pour ça, c'est pas compliqué. On va regarder par exemple sur l'axe Y si les coordonnées de la balle sont entre les deux coordonnées de la raquette. Donc là, je vais détecter une collision sur l'axe Y. Je vais faire pareil sur le X. Si les deux, j'ai une détection de collision sur X et Y, alors j'ai bien une collision au final. Mais ça ne marche pas dans tous les cas. On va reprendre la raquette et on va la pivoter légèrement. Ici, je détecte une collision, mais en fait, la balle ne touche pas à la raquette. Donc ce type de système de collision, ça ne marche pas dans tous les cas. On va zoomer un petit peu plus et voir quelle approche j'ai adoptée pour mon jeu de Pong à 360 degrés. En fait, j'ai ma balle, j'ai son vecteur de direction. Et du coup, je peux interpoler sa position future. Je vais savoir où est-ce qu'il est. J'ai l'arête du rectangle, enfin de ma raquette, et du coup, je vais pouvoir savoir où est le point de collision. Enfin, même, je vais pouvoir interpoler le point de collision. Et après, c'est très simple. Il suffit de calculer le point de collision, calculer le vecteur inverse pour définir le mouvement de rebond, etc. C'est très simple. Alors, si vous n'avez pas tout compris de ce dont je viens d'expliquer, c'est normal. Il va falloir faire comme moi, revenir sur les maths vectorielles niveau collège-lycée. Okay. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser un autre moteur de collision. Enfin, utiliser un moteur de collision qui existe déjà. Il y en a plusieurs sur le marché. Typiquement avec LibGDX, vous devez utiliser Box2D. Ça marche comment un moteur de collision? Alors, en fait, c'est assez simple. Vous prenez des entités, vous mettez dans votre jeu, et c'est le moteur de collision qui va gérer les collisions entre les objets. Donc là, par exemple, j'ai des entités et je vais y attacher des sprites et j'ai directement mon jeu de tir au canard. C'est Box2D, typiquement, c'est ce qui est derrière des jeux type Angry Birds. Okay. Et ça, c'est bien un moteur de collision comme ça, mais ça marche pas dans tous les cas. On prend un jeu de plateforme, dans ce type de jeu, mon entité elle va vouloir sauter à travers une plateforme. C'est traversable. Et ça, c'est pas idéal pour. Avec Box2D, c'est compliqué à faire. Typiquement, vous allez devoir mettre beaucoup de code de hosting. Donc Box2D, là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas forcément la solution à tout. Donc comme j'ai déjà dit, moi je fais plutôt du back-end, je ne suis pas vraiment développeur de jeu ou développeur Android. Du coup, quand je débug, j'utilise mon débugger, parce qu'en fait, quand on fait un jeu, ça sert presque à rien, parce qu'on se retrouve avec des coordonnées qui changent 60 fois par seconde. Dans un environnement où on ne maîtrise pas forcément, on ne sait pas trop où est le zéro, etc. Bref, le débugger, sur ce type de problématique, c'est pas forcément idéal. On va plutôt utiliser du code spécifique qui va ajouter de l'information sur l'écran. Par exemple, là, je voulais tester tout ce qui est collision, je vais rajouter une box. Donc ça va être tout ce qui est collision, je vais l'afficher sur l'écran. Et pareil, dans d'autres situations, je vais mettre des indicateurs visuels pour m'aider dans le développement.
Typiquement ici, là, c'est le premier indicateur, c'est là où j'ai cliqué, et le deuxième, c'est là où la souris est en train d'être déplacée. Sur un jeu, on va devoir gérer des assets. Les assets, ça peut être tout ce qui est graphique, mais ça peut être aussi tout ce qui est son. Là, on va juste parler de tout ce qui est graphique. Donc sur ce sprite, j'ai une animation. Et en fait, derrière cette animation, se cache une pléthore d'images. Et sur un jeu, en fait, vous allez créer beaucoup de contenu graphique. Ça va être les variations, enfin, ça va être tous les ennemis, tous les décors, toutes les animations, toutes les variations d'animation, etc. Et ça, c'est sans parler de tout ce qui est marketing. Vous voulez que les personnes jouent à votre jeu, du coup, il va falloir créer beaucoup de contenu marketing. Là où je vais en venir, c'est que faire un jeu, c'est aussi faire beaucoup de graphisme. Alors si, comme moi, vous n'êtes pas forcément très bon en graphisme, est-ce que c'est un problème? Pas forcément, on peut très bien faire des jeux qui sont intéressants avec des graphismes très simples. Et ici, typiquement, à Agar.io, c'est juste des ronds qui se battent en duel. Là où il faut faire attention, par contre, c'est tout ce qui est couleur. On va essayer d'utiliser tout ce qui est palette. Une palette, c'est quoi? C'est un ensemble de couleurs qui vont bien ensemble. Okay, donc ça, il y a des sites type Color. Vous avez des palettes prédéfinies. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une palette et j'ai appliqué sur mon jeu. Ça, c'est mon premier prototype d'un de mes jeux où c'est juste le wireframe, le squelette de l'application. Derrière, j'ai mis des sprites. Je l'ai trouvé pas mal, mais après, j'ai appliqué une palette graphique et tout de suite, ça rendait le jeu un petit peu plus sympa. Juste en changeant les couleurs, j'ai trouvé le jeu un petit peu plus sympa. Et j'aime tellement bien cette palette que maintenant, je l'utilise un petit peu dans tous mes prototypes. Alors, pareil, hein, le graphisme c'est important, mais il ne faut pas que ce soit forcément une contrainte. Pour revenir aux fondamentaux, finalement, un des premiers jeux, c'est quoi? C'est des carrés et en noir et blanc. Faire un jeu avec peu de ressources c'est possible. Alors faire un jeu, c'est aussi utiliser beaucoup d'outils. Quand on est même peut-être développeur Android, on passe peut-être beaucoup de temps dans tout ce qui est Android Studio. Et quand on fait un jeu, en fait, on va commencer à utiliser de plus en plus d'outils. Typiquement tout ce qui est éditeur de niveau, éditeur graphique, voire encore éditeur de particules. Enfin bref, il va vraiment falloir apprendre à jongler entre les différents éditeurs. Et c'est comme ça. À ce niveau-là, il y a vraiment une explosion sur le nombre d'outils à utiliser. Et on comprend mieux pourquoi certains moteurs de jeu, c'est pas juste un moteur de jeu, mais c'est aussi un ensemble d'éditeurs. Par exemple, avec, je sais plus c'est quoi, c'est Game Factory, je crois. C'est où il y a un éditeur de niveau, un éditeur graphique et moteur de jeu. Un point aussi que j'ai appris quand j'ai voulu créer mon jeu, c'est des shaders. Alors un shader, c'est quoi? C'est on va prendre du code et on va le faire exécuter sur un carte graphique. Donc ce bout de code, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, on peut très bien prendre par exemple une vidéo avec un fond vert et avec un shader, on va enlever tout ce qui est vert, on va mettre une image à la place. Ça permet de faire un effet un peu météo. Bon, ça ne sert pas à grand chose sur un jeu, mais on peut faire d'autres choses un petit peu plus sympa. Que je considère un petit peu plus sympa, c'est une sorte d'effet néon. Donc en fait là je dessine juste un trait d'une couleur et la bande dessus qui donne un petit effet néon, c'est généré par des shaders. Et on peut cumuler un petit peu tout ça. Ici le dégradé qui ne rend pas très bien à cause de la compression, c'est fait par des shaders. J'ai encore un effet glow sur la petite courbe. Je peux faire un effet lumière avec un petit effet de profondeur et je peux aussi mixer un petit peu tout pour faire une sorte de jeu 2D. Bon, ça rend pas très bien, c'est des expérimentations, on est peut-être un peu d'accord, c'est pas hyper bon. Mais en fait, ce qui est important, c'est que le concept, c'est utilisé dans les grosses productions. On va revenir aux fondamentaux, justement, avec les dernières versions de Doom. Comment on fait pour obtenir cette image? Bah, en fait, il y a plusieurs images qui sont calculées. On va partir de celle-là. On va créer la normal map, la deep map, la specular map, et on va mixer le tout avec des shaders, et on va obtenir cette image-là. Après, on a juste à faire une passe de tonalité, rajouter les interfaces utilisateurs et on obtient ce résultat-là. Et ça, encore, c'est fait 60 fois par seconde. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est shaders, ou en tout cas sur le moteur de rendu de Doom, je vous conseille d'aller sur ce site-là, c'est hyper bien détaillé. Dernier point, c'est tout ce qui est game design. Filez votre jeu à quelqu'un qui n'a jamais joué et vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Typiquement, mon jeu, je l'ai prêté à ma mère, elle n'a rien compris. Elle a cliqué, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, elle a mis mon sous-doigt un petit peu partout. Du coup, j'ai essayé d'être un peu plus clair, j'ai rajouté une indication visuelle. Donc là, c'était un petit peu mieux, je comprenais qu'il fallait slider. Sauf que j'ai encore des petits malins quand je slide sur les côtés. Je me dis, bon, finalement, mon indication n'est pas assez claire.
J'ai rajouté encore une indication que ça soit que sur le côté, tu peux slider un petit peu comme ça. Bon, c'est bien, surtout en fait, quand je fais le jeu, les gens ne connaissent même pas encore comment démarrer, comment lancer une partie. Encore, j'ai rajouté une information, il suffit de tapoter sur l'écran et c'est bon, la partie démarre. Et même quand ils jouaient au jeu, en fait, ils ne comprenaient pas trop comment ça marchait, ça allait trop vite. Ils arrivaient à faire bouger la raquette, ils voyaient que la balle bougeait, mais ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait... Petite annonce pour vous tous, il y a Deezer qui va faire un lightning talk sur son stand dans l'espace catering. Ok, bah... là où je veux en venir, c'est qu'après j'ai rajouté une vitesse progressive, c'est que la balle, pour améliorer l'expérience utilisateur, la balle démarre lentement et s'accélère ensuite. Bref, il faut que je me dépêche parce que j'arrive bientôt sur la fin du talk. Un jeu, c'est quoi? C'est des maths, vectoriel, du graphisme et un petit peu de design. Et encore quelque chose que je ne sais pas faire, c'est rendre vraiment un jeu amusant. Je suis en train d'y travailler, je suis en train de prototyper, etc. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut faire des jeux sur tout et n'importe quoi. Par exemple, sur un sujet aussi dur que pour les papiers à la frontière, encore convertir un jeu d'action en jeu de réflexion, encore faire un jeu avec uniquement une action. Bref, quand on fait un jeu, imagination, c'est la seule. Merci pour votre attention.